Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier en compagnie de Claude Lafleur et Cédric Caillot. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'exploration de l'espace sous un angle tout à fait original. Oui Claude, nous allons parler d'archéoastronomie, mais qu'est-ce donc l'archéoastronomie ? En effet, qui n'a pas un jour admiré le firmament avec émerveillement et fascination? Qui ne s'est pas demandé ce qu'il y a au-dessus de sa tête en se posant la grande question, sommes-nous seuls dans l'univers? Et qui sait, se pourrait-il qu'au moment même où on regarde le firmament, quelque part sur une planète qui gravite autour d'une étoile que nous observons, quelqu'un d'autre se pose la même question? Oui, effectivement, on se demande souvent la nature de ce qu'on a sous les yeux. Est-ce qu'il s'agit d'étoiles ? Et si oui, à quelle distance se trouvent-elles de nous ? Est-ce qu'il s'agit de planètes ou de satellites artificiels ou de quoi d'autre encore ? Et quels sont ces éclairs qu'on voit parfois au-dessus de nos têtes ? On parle d'étoiles filantes, mais alors de quoi s'agit-il au juste ? Ce genre de questions, on se les pose depuis des millénaires. Même si nos lointains ancêtres n'entretenaient aucune notion d'étoiles, de planètes, de satellites artificiels ou bien d'étoiles filantes, ils étaient aussi curieux que nous. Ils cherchaient à comprendre ce qu'ils voyaient autour d'eux et à saisir le monde dans lequel ils vivaient. Et comme le rapporte Sébastien Prognier, un archéologue et l'un de nos auditeurs, nos lointains ancêtres nous ont laissé d'impressionnants monuments qui témoignent de leur grande et étonnante connaissance astronomique. Et alors, au cours de la prochaine heure, Sébastien nous invite à aller à la rencontre de l'imposant ensemble de pierres de Stonehenge en Angleterre, de la pyramide de Kukulcán, située à Chichén Itzá, au Mexique, du cercle de pierre silencieux de Nabta Playa, en Haute-Égypte, ou encore de l'ensemble architectural de Jantar Mantar, situé au Rajasthan. Nous évoquerons même l'étonnant savoir développé par les navigateurs polynésiens qui leur permettait de parcourir le Pacifique. Sébastien Prognier œuvre dans le nord de la France. Dans les premiers courriels qu'il nous a adressés, il nous racontait « Mon quotidien consiste à chercher les traces du passé en fouillant les archives du sol. Une passion que j'ai la chance de pratiquer depuis plus de 20 ans. Toutefois, pour éviter d'avoir toujours la tête baissée, je regarde aussi souvent le ciel. Je suis passionné par le spatial et par l'astronomie. » Sébastien souligne également qu'en archéologie, on utilise régulièrement des données satellites. Ainsi, les photos satellites permettent de repérer des sites archéologiques. Les images issues d'applications telles que Google Maps, Bing Maps et autres plateformes d'imagerie regorgent souvent de sites archéologiques inconnus. C'est une partie de mon travail, dit-il, puisque je gère la carte archéologique du territoire sur lequel j'œuvre. Et j'ai souvent recours à des images satellites pour contextualiser mon travail. Sébastien est titulaire d'un doc d'histoire de l'université d'Arras, ainsi que d'une licence et d'un master d'archéologie à l'université de Lille. Il se définit lui-même comme un proto-historien spécialisé dans la période gauloise, le second âge du fer. Je travaille uniquement en archéologie préventive, celle qui intervient en amont des projets d'aménagement, comme 99% des archéologues en France, raconte-t-il. C'est également un astronome amateur qui a construit son propre télescope. Son rêve, assister un jour à un lancement de fusée. C'est tout ce qu'on lui souhaite et j'espère que je serai avec lui à ce moment-là. On se le souhaite tous. Oui. Sébastien nous présente donc l'archéoastronomie, c'est-à-dire l'étude des liens entre l'astronomie et les civilisations anciennes, notamment à travers leurs monuments, leurs calendriers, mais aussi leurs pratiques religieuses ou agricoles. L'archéoastronomie est une discipline qui explore la manière dont les sociétés anciennes comprenaient, observaient et utilisaient les phénomènes célestes. C'est la rencontre de l'archéologie, de l'astronomie, de l'anthropologie et de l'histoire pour analyser les traces matérielles laissées par ces pratiques. Concrètement, l'archéoastronomie s'intéresse à l'orientation des monuments par rapport au Soleil, à la Lune ou aux étoiles, aux calendriers anciens, aux systèmes de mesure du temps,
aux mythes et rituels liés au ciel, ainsi qu'aux instruments d'observation utilisés par les civilisations passées. En résumé, c'est une véritable enquête sur la relation entre les humains du passé et le cosmos pour comprendre comment l'observation des astres influençait leur architecture, leur organisation sociale ou leur vision du monde. Un bref survol du passé. Depuis toujours, l'humanité lève les yeux vers le ciel. Dans un monde sans pollution lumineuse, sous des cieux purs, nos ancêtres observaient les astres, le soleil, la lune, les étoiles, mais aussi les phénomènes ponctuels comme les éclipses ou les comètes et les mouvements réguliers des planètes. Ces observations n'étaient pas neutres. Elles étaient interprétées comme des signes, comme des messages divins ou comme des repères vitaux pour leur survie. Cette fascination s'est traduite en arc par ce que les archéologues appellent la monumentalité, c'est-à-dire la caractéristique puissante ou grandiose d'une œuvre, soit par ses dimensions, par ses proportions ou son style. Partout sur le globe, cette monumentalité prend différentes formes, par exemple de calendrier, d'observatoire, de temple, etc. Quant à l'astronomie, ce n'était pas seulement une science pour les anciens, c'était même plutôt une quête spirituelle, un lien entre l'homme et l'univers. De l'Europe à l'Amérique, de l'Océanie à l'Asie et à l'Afrique, les peuples ont partagé la même obsession, celle de comprendre le ciel. C'est ainsi que Stonehenge, la pyramide de Kukulkan, le cercle de Nabta Playa, l'observatoire de Jaipur et la navigation polynésienne sont autant de témoignages qui montrent que l'humanité a bâti pour croire, savoir et rêver. Incidemment, notre intérêt pour l'espace remonte sans doute à de très nombreux millénaires, soit possiblement depuis l'époque où nos lointains ancêtres ont pris conscience du monde qui les entoure. Dans son célèbre ouvrage « Sapiens, une brève histoire de l'humanité », Yuval Noah Harari pose 4 grandes étapes dans l'évolution de l'humanité. Il y a 2,5 millions d'années apparaissait Homo sapiens, aussi appelé l'homme moderne, c'est-à-dire nous. C'est le seul représentant actuel du genre Homo, les autres espèces étant éteintes. Les plus anciens fossiles connus de notre espèce sont datés d'environ 300 000 ans. Et puis, il y a 70 000 ans, survient la révolution cognitive, indique Harari. C'est-à-dire qu'à partir de là, on développe nos capacités d'apprendre, de mémoriser et de communiquer. On peut imaginer qu'on s'est dès lors intéressé à ce qu'on observe au firmament, que c'est peut-être là les tout débuts de l'astronomie. Puis, il y a 12 000 ans, apparaît la révolution de l'agriculture, ce qu'on appelle également le néolithique. Survient alors la transition des chasseurs-cueilleurs vers des communautés d'agriculteurs. Or, comme on va le voir ensemble, l'observation du ciel devient alors littéralement vitale. Et enfin, il y a 500 ans débute la révolution scientifique, c'est dire l'approche scientifique de la connaissance qui remplace les mythologies, les superstitions, les dogmes religieux et autres croyances de toutes sortes. La révolution scientifique est ultra récente, elle occupe moins de 1% du temps écoulé depuis qu'on a conscience du monde autour de nous, comme nous le relatons dans le balado 123, La science en marche, première partie. Et comme se le demande l'auteur de Sapiens, que s'est-il donc passé durant les premiers 2,43 millions d'années d'avant la révolution cognitive? Nous n'en savons strictement rien, déplore-t-il. Car, malheureusement, les civilisations qui ont vécu il y a plus de 5000 ans, c'est-à-dire avant l'invention de l'écriture, nous ont guère laissé de traces de leur conception du monde. Pourtant, leur conception influence aujourd'hui encore notre quotidien, notamment dans la mesure du temps, en termes de semaines, de mois, d'années, etc. Par contre, Sébastien Prognier nous indique qu'ils nous ont légué de formidables monuments qui témoignent de surprenantes connaissances astronomiques. Ce qui en ressort aussi de ces impressionnantes constructions, c'est la preuve que nos ancêtres étaient tout aussi intelligents que nous et qu'ils n'ont eu nul besoin d'intervention providentielle des extraterrestres. Les étranges cercles de pierre de Stonehenge. Au cœur des plaines ondulantes du Wiltshire, dans le sud de l'Angleterre, se dresse un monument qui semble défier le temps, Stonehenge.
Cette appellation pourrait signifier pierre suspendue, et ce site se trouve à 140 km à l'ouest de Londres. Stonehenge constitue un ensemble de structures circulaires concentriques, assemblées entre 3000 et 1500 ans avant notre ère. Cette silhouette de pierre fascine depuis des siècles. On la photographie, on la mesure, on la théorise. Pourtant, derrière son apparente immobilité, ce cercle de mégalithes raconte une histoire faite de mouvements. Ceux des hommes qui l'ont construit, mais aussi ceux du ciel que Stonehenge semble suivre avec une précision absolument étonnante. Oui, et pour comprendre Stonehenge, il faut d'abord imaginer l'effort colossal qu'il a représenté. Les principales constructions du site s'étendent sur près d'un millénaire, à partir de 3000 avant notre ère, alors que son utilisation s'étend sur un autre millénaire, jusque vers 1100 avant notre ère. En fait, Stonehenge n'est pas un monument figé, mais un chantier évolutif qui s'est transformé au fil des générations. La première étape, vers 3000 avant notre ère, ne ressemble en rien à l'image que nous avons aujourd'hui du site. Les bâtisseurs creusent un large fossé circulaire bordé d'un talus. À l'intérieur, 56 trous profonds, les fameux trous d'Aubrey, sont creusés. Leur fonction reste mystérieuse, mais ils semblent avoir accueilli des poteaux ou des pierres. Le site sert alors principalement de cimetière à crémation. Stonehenge n'est pas encore un observatoire, c'est un lieu de mémoire. Puis, entre 2900 et 2600 ans avant notre ère, un changement majeur survient. Les premières pierres qui arrivent, les pierres bleues, sont transportées depuis la montagne des Pays de Galles à plus de 200 km. Comment ces pierres ont-elles été déplacées sans roue? Probablement grâce à des traîneaux ou à des rondins, mais surtout grâce à une organisation sociale remarquable. Ces pierres sont disposées en double demi-cercle, tandis que les structures en bois se multiplient. Le site devient plus complexe, plus symbolique. C'est entre 2600 et 2400 avant notre ère que Stonehenge prend son visage iconique. Les immenses blocs de grès, les sarcins, sont dressés en cercle et sont surmontés par des linteaux soigneusement ajustés grâce à des joints de mortaise et de ténon. À l'intérieur, 5 de ces trilithes monumentaux forment un fer à cheval. Cette architecture, qui demande une maîtrise technique impressionnante, témoigne d'une intention claire, créer un espace durable, stable et probablement sacré. Les siècles suivants voient des réarrangements successifs, notamment des pierres bleues, et la création de l'avenue, un long chemin cérémonial reliant Stonehenge à la rivière Avon. Le site devient alors un véritable complexe rituel dont la fonction évolue alors que la relation avec le ciel se précise, Claude. Effectivement, l'un des aspects les plus frappants de Stonehenge est son alignement astronomique. Le monument est orienté selon un axe précis, celui du lever du soleil au solstice d'été et celui du coucher du soleil au solstice d'hiver. Et ce n'est pas un hasard. Lorsque le soleil se lève le 21 juin, ses rayons passent exactement entre les pierres du fer à cheval intérieur. Et à l'inverse, au solstice d'hiver, il se couche exactement dans l'axe opposé. Oui, effectivement, Claude, pour les sociétés néolithiques, le solstice d'hiver était probablement un moment crucial. Les jours cessaient enfin de raccourcir, la lumière renaissait, et avec elle l'espoir d'une nouvelle saison agricole. Les fouilles ont révélé des restes d'animaux abattus en décembre ou en janvier, suggérant de grands rassemblements festifs. Ces découvertes nous révèlent donc que Stonehenge n'était pas seulement un observatoire, mais également un lieu de célébration, de cohésion sociale et un repère dans le cycle des saisons. L'alignement solaire de Stonehenge est si précis qu'il a longtemps alimenté l'idée d'un calendrier mégalithique. Le cercle de 30 pierres de Sarcène pourrait correspondre à un mois solaire de 30 jours, tandis que d'autres éléments du site auraient permis de suivre les années bissextiles. Même si ces interprétations restent débattues, elles montrent à quel point le monument semble conçu pour dialoguer avec le Soleil. Et si le Soleil occupe une place centrale, la Lune n'est pas en reste. Les 4 pierres de station placées aux points cardinaux du site semblent alignées sur le cycle lunaire, notamment sur un phénomène assez rare qu'on appelle l'arrêt lunaire majeur.
C'est-à-dire qu'à tous les 18,6 ans, la Lune atteint son extrémité amplitude dans le ciel nocturne. Et à Stonehenge, certains alignements correspondent précisément à ces positions extrêmes. Alors ça ne signifie pas nécessairement que les bâtisseurs comprenaient les cycles lunaires comme nous les décrivons aujourd'hui, mais ils observaient le ciel avec une attention soutenue et ils savaient reconnaître les rythmes qui structuraient leur monde. Parmi les théories les plus fascinantes figure celle des 56 trous d'Aubrey. Certains chercheurs ont proposé qu'ils servaient à prédire les éclipses en suivant les cycles combinés du Soleil et de la Lune. Le nombre 56 correspond en effet à un cycle astronomique lié aux éclipses, mais cette idée reste toutefois controversée. Les archéologues rappellent que rien ne prouve que les néolithiques cherchaient à prédire les éclipses. Mais la précision géographique du site, la répétition des alignements et la complexité du plan montrent que Stonehenge n'est pas un simple amas de pierres, c'est un monument pensé pour s'aligner au rythme céleste. Et pour les peuples du néolithique, l'astronomie n'était pas qu'une science abstraite. Elle était intimement liée à leur survie, pour savoir quand semer, pour savoir quand récolter et pour savoir quand se préparer à l'hiver. Elle était aussi spiritualité. Les cycles du ciel donnaient un sens au monde, un ordre à l'invisible. Stonehenge incarne cette double dimension. Il est à la fois un calendrier, un sanctuaire, un lieu de rassemblement et un symbole de continuité. Sa construction, qui a mobilisé des centaines de personnes, voire des milliers, sur plusieurs générations, montre que le rapport au ciel était suffisamment important pour justifier un effort monumental. Mais c'est un monument qui continue de questionner. Aujourd'hui encore, Stonehenge résiste aux interprétations définitives. Les théories se multiplient, certaines sérieuses, d'autres plus spéculatives. Mais toutes témoignent de la fascination que ce site exerce. Peut-être est-ce justement parce qu'il se situe à la frontière entre l'archéologie et le cosmos, entre la pierre et la lumière. Stonehenge nous rappelle aussi que les premiers astronomes n'étaient pas des savants isolés, mais des communautés entières observant le ciel pour comprendre leur place dans le monde. Et si le monument continue de captiver, c'est peut-être parce qu'il nous invite encore aujourd'hui à lever les yeux vers les mêmes astres observés par les bâtisseurs de Stonehenge. La pyramide de Kukulkan, plus qu'un chef-d'œuvre astronomique. Transportons-nous maintenant au cœur de la péninsule du Yucatan, dans le sud-est du Mexique, où s'étend l'un des sites archéologiques les plus fascinants au monde, Chichén Itzá. Cette ancienne cité maya, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire chaque année des milliers de visiteurs. Parmi ces monuments emblématiques, la pyramide de Kukulkan, également appelée El Castillo, se dresse comme un chef-d'œuvre architectural et cosmologique. Construite entre le XIe et le XIIIe siècle, elle incarne la rencontre entre science, religion et pouvoir, mais ce qui la rend unique, c'est son lien intime avec l'astronomie, une architecture pensée pour dialoguer avec le soleil et avec le temps. Chichén Itzá fut un centre politique, religieux et commercial majeur des Mayas. La pyramide de Kukulkan domine la grande esplanade, visible de loin grâce à ses 30 mètres de hauteur, c'est-à-dire l'équivalent d'un édifice de 10 étages. Elle repose sur sur une base carrée qui s'élève en 9 terrasses surmontées de petits temples. Chaque face est marquée par un gigantesque escalier. Et au pied de l'escalier nord, 2 têtes de serpents sculptées rappellent la divinité à laquelle le monument est dédié. Et cette pyramide n'est pas qu'un édifice religieux, c'est une représentation du temps. Les 4 escaliers comptent chacun 91 marches. Et si on ajoute la plateforme supérieure, on obtient un total de 365 marches, soit le nombre exact de jours dans une année. Les 9 niveaux évoquent les mondes de la cosmologie maya, tandis que les panneaux et les angles renvoient à des cycles calendaires plus complexes. En fait, chaque détail de cette structure est porteur de sens. La pyramide est dédiée à Kukulkan, divinité majeure du panthéon maya, souvent associée à Quetzalcoatl chez les Aztèques.
Kukulkan est un serpent à plumes, symbole de fertilité, de pluie et de renouveau. Sa figure incarne la cyclicité de la nature, les saisons, la croissance du maïs, la régénération des terres. Pour une civilisation agricole, ce lien entre divinité et cycle solaire est vital. L'architecture devient alors un outil rituel, un moyen de rendre visible une présence divine. Les Mayas étaient des observateurs attentifs du ciel. Leur calendrier solaire et rituel témoignent d'une connaissance avancée des cycles astronomiques. La pyramide de Kukulkan illustre cette science intégrée à la religion. Son orientation n'est pas arbitraire, elle est alignée avec les points cardinaux et les dates clés du calendrier solaire. Et le phénomène le plus spectaculaire se produit 2 fois par an lors des équinoxes du printemps et d'automne. À la fin de l'après-midi, les rayons du soleil frappent la pyramide sous un angle précis. Les ombres des terrasses projettent sur l'escalier nord une série de triangles qui, peu à peu, s'assemblent en une forme ondulante. Cette silhouette semble glisser le long des marches jusqu'aux têtes de serpents sculptés à la base. Pour les Mayas, c'était la manifestation de Kukulkan descendant du ciel pour bénir la terre. Et ce spectacle solaire transformait l'astronomie en liturgie, la science en cérémonie. Ce jeu d'ombre n'est pas un hasard. Il résulte d'un calcul minutieux. Les architectes mayas ont conçu la pyramide comme un observatoire rituel. Contrairement à d'autres sites où les alignements astronomiques nécessitent des instruments ou des calculs complexes, ici l'astronomie est visible à l'œil nu. Le monument devient un calendrier géant, une horloge solaire inscrite dans la pierre. Mais la pyramide ne se limite pas à ce phénomène. Elle recèle d'autres subtilités scientifiques. Par exemple, son acoustique. En frappant des mains devant l'escalier, l'écho renvoie un son qui rappelle celui du quetzal, un oiseau sacré. Ce détail montre que les Mayas maîtrisaient non seulement la lumière, mais également le son, intégrant la nature dans leur architecture. Ce qui frappe dans la pyramide de Kukulkan, c'est la cohérence entre science et spiritualité. Les Mayas n'opposaient pas la science astronomique à la religion, ils les fusionnaient. Observer le ciel, c'était comprendre le divin. Construire un temple, c'était inscrire la cosmologie dans la matière. Chaque marche, chaque orientation, chaque sculpture participe à une vision du monde où le sacré et le rationnel se répondent. À l'équinoxe du printemps, la descente du serpent annonçait la fertilisation des terres, un présage de bonne récolte. Dans une société où le maïs était la base de la subsistance, ce rituel avait une portée vitale. L'astronomie n'était pas une simple curiosité intellectuelle, elle était essentielle à la survie. La pyramide de Kukulkan est bien plus qu'un monument. C'est un livre ouvert. C'est un livre de pierre, un traité d'astronomie et de théologie à ciel ouvert. Elle nous enseigne que la science peut être spectaculaire, que l'observation du cosmos peut se traduire en architecture. Là où nos observatoires modernes sont des instruments techniques, Chichen Itza offre une expérience sensorielle et spirituelle. L'astronomie devient visible, tangible, presque vivante. Et en contemplant la descente du serpent à l'équinoxe, on mesure l'ingéniosité des Mayas et leur capacité à unir savoir et croyance. Ce dialogue entre le soleil et la pierre, entre le ciel et la terre, continue de fasciner, rappelant que la quête de sens est universelle et intemporelle. Nabta Playa aux origines de l'astronomie. Quand on évoque les premiers observatoires astronomiques, on pense souvent à Stonehenge. Pourtant, bien avant les mégalithes britanniques, dans le désert nubien du sud de l'Égypte, un cercle de pierre silencieux témoigne d'une connaissance du ciel vieille de 7000 ans. Ce site, appelé Nabta Playa, est considéré comme le plus ancien observatoire astronomique connu. Il révèle que l'astronomie n'est pas née dans les temples des grandes civilisations, mais dans les pâturages, chez les communautés nomades en quête de survie. Pour comprendre Nabta Playa, il faut remonter à l'époque où le Sahara n'était pas le désert aride que nous connaissons. Il y a 7000 ans, cette région était un Sahara vert, peuplé de lacs saisonniers, de prairies et d'une faune abondante.
Des groupes de pasteurs nomades y vivaient, dépendant des cycles de la pluie pour nourrir leurs troupeaux. Leur existence était rythmée par les saisons, et pour eux, anticiper le retour des pluies était vital. C'est dans ce contexte qu'apparaît Napta Playa. Alors, à première vue, Napta Playa ne semble pas très spectaculaire. Un cercle mégalithique, quelques pierres dressées, des tumuli. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une intention remarquable. En effet, les archéologues qui ont découvert le site dans les années 70 ont identifié des alignements très précis. Certaines pierres pointent vers le lever du soleil au solstice d'été, un moment crucial qui annonçait la saison des pluies. Pour ces éleveurs, ce repère astronomique était synonyme de survie. Il indiquait précisément à quel moment de l'année les pâturages allaient se régénérer. Les chercheurs ont également mis en évidence des orientations vers les étoiles brillantes, notamment Sirius et Arcturus. Sirius, l'étoile la plus lumineuse du ciel, deviendra plus tard un repère fondamental dans le calendrier égyptien, annonçant la crue du Nil. Napta Playa apparaît ainsi comme une préfiguration des pratiques astronomiques qui structureront la civilisation pharaonique. Ce lien entre le ciel et la terre, entre les étoiles et la survie, est donc au cœur de la pensée humaine depuis ses origines. Napta Playa n'était pas qu'un observatoire, c'était aussi un centre rituel. Des fouilles ont en effet relevé des fosses contenant des ossements de bovins, parfois disposés avec soin. Ces sacrifices témoignent d'un culte lié à la fertilité et à la prospérité. La vache, animal central dans l'économie pastorale, deviendra plus tard une figure majeure de la mythologie égyptienne à travers la déesse Hathor. Ainsi, ce cercle de pierre n'était pas seulement un instrument astronomique, c'était un lieu sacré où se mêlaient observation et spiritualité. Et ce site nous rappelle une vérité essentielle. L'astronomie n'est pas née de la simple envie de contempler le cosmos par curiosité, mais pour répondre à des besoins vitaux très concrets et perpétuer des informations à usage pratique, de génération en génération. Anticiper les saisons, prévoir les pluies, organiser les déplacements des troupeaux, voilà ce qui motivait ces observations. Les pierres de Napta Playa sont les témoins d'une science pragmatique, intégrée à la vie quotidienne et au rituel. Elles montrent que la connaissance du ciel est indissociable de la quête de sécurité et de sens. Napta Playa est bien plus qu'un cercle de pierres perdu dans le désert. Il est le chaînon manquant entre les sociétés de pasteurs et les grandes civilisations astronomiques. Les alignements vers Sirius annoncent le rôle que cette étoile jouera dans le calendrier égyptien. Les sacrifices bovins préfigurent la place de la vache dans la religion pharaonique. Ce site révèle une continuité culturelle et scientifique. Ce que les pasteurs ont commencé dans le désert, les bâtisseurs de pyramides l'ont perfectionné. À côté de Stonehenge, Napta Playa peut sembler modeste. Pourtant, c'est le plus ancien témoignage de l'astronomie humaine. Il nous enseigne que la science est née de la nécessité de relations intimes entre l'homme et son environnement. Ces pierres, dressées il y a 7000 ans, racontent une histoire universelle, celle d'une humanité qui lève les yeux vers le ciel pour comprendre la Terre. Elle rappelle que l'observation des astres n'est pas seulement une quête intellectuelle, mais une réponse à la fragilité de la vie. Jantar Mantar, l'observatoire de la démesure. Au cœur de Jaipur, capitale du Rajasthan en Inde, s'élève un ensemble architectural qui semble tout droit sorti d'un rêve géométrique, Jantar Mantar. Construit au XVIIIe siècle par le Maharaja Jai Singh II, cet observatoire monumental défie nos représentations habituelles de la science. À une époque où l'Europe miniaturisait ses instruments en métal, Jai Singh II érigeait des structures gigantesques en pierre et en marbre, certaines hautes comme des immeubles. Une démesure utilisée pour atteindre une précision extrême et inscrire l'astronomie dans la matière. Jai Singh II n'était pas seulement un souverain, c'était un passionné d'astronomie. Constatant des erreurs dans les tables européennes et persanes, il décida de créer un observatoire capable de corriger ces imprécisions. Son ambition était double. Scientifique,
pour affiner les calculs astronomiques et culturels pour harmoniser science et astrologie indissociables dans la tradition indienne. Car en Inde, observer les astres ne relevait pas seulement de la curiosité intellectuelle, c'était une pratique qui guidait la vie sociale, religieuse et politique. Et contrairement aux télescopes et cadrans miniatures de l'époque, Jantar Mantar repose sur un principe simple. Plus l'instrument est grand, plus la mesure est fine. Parmi ces merveilles, le Samrat Yantra occupe une place centrale. Ce cadran solaire monumental, haut de 27 mètres, équivalent à un édifice de 9 étages, peut indiquer l'heure avec une précision de 2 secondes. Et sa conception est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Le gnomon, qui est la tige dont l'ombre portée sur un plan permet de mesurer la hauteur du soleil et donc d'indiquer l'heure, a la forme d'un escalier orienté vers le nord. Elle suit un angle qui correspond à la latitude de Jaipur, soit 26,55 degrés de latitude nord. Son hypoténuse est parfaitement parallèle à l'axe de rotation de la Terre. De part et d'autre, des échelles courbes marquées de plus de 250 lignes permettent de lire l'heure avec une exactitude impressionnante, et au sommet, un petit pavillon surmonté d'un dôme couronne la structure mêlant esthétique et fonctionnalité. La construction de Samrat Yantra ne fut pas improvisée. Elle obéit à des calculs complexes intégrant l'orbite elliptique de la Terre, son inclinaison axiale et la position du Soleil. Chaque dimension, chaque angle, chaque orientation répond à une logique astronomique. Ici, la géométrie n'est pas décorative. Elle est la traduction matérielle des lois célestes. L'observatoire devient un temple du temps où la pierre se plie au dictat des étoiles. Jantar Mantar ne se limite pas au Samrat Yantra. Le site abrite aussi une collection d'instruments qui permettent de mesurer la déclinaison des astres, de calculer les éclipses et de déterminer la position des planètes. L'un de ces instruments projette le ciel sur une surface concave, offrant une représentation fidèle de la voûte céleste. Chaque instrument est une invitation à toucher le cosmos, à le rendre lisible sans intermédiaire. Dans la culture indienne, l'astronomie et l'astrologie sont intimement liées. Les calculs astronomiques servent à établir des horoscopes, à choisir des dates propices pour les mariages, les rituels ou bien les décisions politiques. Jai Singh II ne construisit donc pas Jantar Mantar pour la seule contemplation scientifique, il voulait offrir à son royaume une maîtrise cosmique, un outil pour harmoniser la vie terrestre avec l'ordre céleste. L'observatoire incarne cette vision où le cosmos n'est pas abstrait. Il est intégré à la société, à la spiritualité et à la gouvernance. Oui, Jantar Mantar est bien plus qu'un observatoire. C'est une architecture cosmique, une œuvre où la pierre devient instrument, où la géométrie devient langage. Il nous rappelle que la science peut être monumentale, spectaculaire, et qu'elle peut dialoguer avec la culture et la spiritualité. À Jaipur, le temps se lit dans la pierre, les étoiles se mesurent à l'échelle humaine, et la quête de précision se mêle à la quête de sens. Ce site nous invite à repenser notre rapport au cosmos, non pas comme une abstraction, mais bien comme une réalité inscrite dans notre monde. Ces étonnants et poètes navigateurs polynésiens. Quand on pense à la monumentalité, c'est-à-dire au caractère grandiose d'une œuvre, on imagine des pierres dressées, des pyramides ou des observatoires. Mais il existe une autre forme de monument invisible et pourtant immense, les routes célestes tracées par les navigateurs polynésiens. Entre 1500 et 1300 ans avant notre ère, ces peuples ont conquis l'immensité du Pacifique, reliant des îles minuscules séparées par des milliers de kilomètres, sans notre attirail d'instruments modernes. Ils ont utilisé le ciel comme carte et les étoiles comme balise. Qui plus est, leur savoir, transmis oralement, est l'un des plus fascinants témoignages de l'astronomie appliquée. La Polynésie s'étend sur un vaste triangle, Hawaï au nord, la Nouvelle-Zélande au sud-ouest et l'île de Pâques à l'est. Naviguer dans cet espace sans GPS ni boussole semble impossible.
Pourtant, les Polynésiens l'ont fait, grâce à une science empirique et poétique, la navigation par les étoiles. Et ce savoir ne limite pas à la technique, il est intégré à la culture, à la spiritualité et à la mémoire collective. Le principe fondamental de la navigation polynésienne repose sur les chemins d'étoiles. Chaque étoile correspond à une direction. Par exemple, quand Sirius se lève à l'horizon, elle indique une route vers l'est. Quand elle se couche, c'est l'ouest. Les navigateurs associaient ainsi les étoiles par paires pour tracer des axes de navigation. Ainsi, la voûte céleste devenait une carte vivante où chaque point lumineux était un repère. Ces connaissances étaient transmises oralement, sous forme de chants et de récits. Les navigateurs apprenaient donc par cœur des poèmes qui indiquaient la succession des étoiles à suivre. Cette mémoire orale remplaçait les cartes et les instruments. Naviguer, c'était donc réciter un poème cosmique. Chaque île était associée à une étoile zénithale, c'est-à-dire à une étoile qui passe directement au-dessus de cette île à un certain moment de l'année. Connaître ces correspondances permettait de vérifier sa position approximative en mer. Les navigateurs utilisaient aussi des repères naturels tels que la couleur de l'eau, la forme des vagues, le vol des oiseaux, mais le ciel restait leur principale boussole. Alors, si on prend un exemple de route, pour aller de Tahiti à Maupiti, il fallait suivre le coucher des Pléiades. Ces constellations devenaient des piliers invisibles reliant les îles entre elles. Pour les Polynésiens, naviguer n'était pas seulement une opération technique, c'était un rite cosmique. Les étoiles étaient perçues comme des ancêtres qui guidaient les vivants. Le dieu Ta'aroa, créateur du monde, était associé à l'ordre céleste. Traverser l'océan, c'était reproduire le geste des dieux, relier les îles comme on relie les étoiles. La pirogue devenait un fragment d'univers en mouvement. Chaque voyage était une cérémonie où la science et la spiritualité se confondaient. Le plus extraordinaire, c'est que ce savoir était entièrement oral. Pas d'écriture, pas de cartes, seulement des chants, des poèmes, des instructions mémorisées. Voici un exemple clé de leur tradition. Lorsque vous partez, posez la proue du canoë sur le pilier des nuages qui se trouve au sud-ouest. À la nuit tombée, dirigez-vous vers l'étoile Atuatai. Tiens-toi à gauche de Mangaroa et continue ton chemin. Lorsque le jour se lève, naviguez à nouveau vers le pilier des nuages et continuez votre route. Ces phrases sont à la fois des indications pratiques et des fragments poétiques. Elles montrent que la navigation polynésienne est une science incarnée dans la parole, une monumentalité immatérielle où la mémoire humaine devient une carte. La navigation polynésienne illustre une astronomie pratique, tournée vers la survie et l'exploration. Mais c'est aussi poétique, intégrée aux visions du monde où le cosmos est vivant. Les étoiles ne sont pas des points abstraits, ce sont des guides, des ancêtres, des forces sacrées. Cette approche holistique contraste avec l'astronomie froide de nos instruments. Elle nous rappelle cependant que la science peut être sensible, chantée, vécue. La navigation polynésienne nous offre une autre image de la monumentalité. Non pas des pierres, mais des routes invisibles tracées dans le ciel. Ici, le monument, c'est la mémoire humaine, capable de transformer les étoiles en chemin. Et ces savoirs transmis de génération en génération ont permis la colonisation d'un espace océanique immense bien avant l'invention des instruments modernes. Ils témoignent d'une intelligence collective, d'une alliance entre observation, culture et spiritualité. En levant les yeux vers les étoiles, les navigateurs polynésiens ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire humaine, celle où le ciel devient carte et la mer horizon infini. Et voilà qui complète ce bref tour d'horizon de quelques grands monuments astronomiques du passé. En guise de conclusion, Claude, pourquoi ne pas avoir évoqué les grandes pyramides d'Égypte, par exemple ? C'est une bonne question que j'ai posée à Sébastien, puisque c'est lui l'auteur du texte que nous venons de vous rendre. Et pour Sébastien, il y avait deux raisons. D'une part,
Les pyramides sont avant tout des tombeaux, c'est-à-dire qu'elles concernent davantage le funéraire. Oui, en effet, les pyramides sont plutôt des tombes géantes, on pourrait dire. Cependant, elles comportent quand même des notions astronomiques évidentes, notamment la grande pyramide de Khéops, qui est étrangement orientée vers le nord avec une précision de moins de 3 minutes d'arc. Une autre théorie suggère que les 3 pyramides reproduisent la disposition des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Mais ça reste très débattu car la correspondance n'est pas exacte. Et malheureusement, les Égyptiens n'ont laissé aucune indication écrite à ce sujet. Et d'autre part, notre ami archéologue a choisi de nous présenter un monument par continent, afin de montrer que le ciel a joué un rôle important un peu partout à travers le globe, depuis très longtemps et principalement pour une utilisation dans la vie de tous les jours. Et puisque l'exemple le plus ancien connu est Nabta Playa, situé sur le même continent que les célèbres pyramides égyptiennes, il a opté pour celui-ci. Retenons de tout ceci que, depuis la nuit des temps, l'humanité observe le ciel pour comprendre l'univers et notre place en son sein. À travers les monuments et les savoirs ancestraux, l'astronomie apparaît non seulement comme une science, mais aussi comme une manière de se relier au cosmos, d'exprimer une quête spirituelle et de répondre à des besoins vitaux. Qu'il s'agisse de cercles de pierre, de pyramides, d'observatoires monumentaux ou de routes invisibles tracées dans le ciel, chaque culture a inscrit dans la matière ou dans la mémoire son dialogue avec les astres. Aujourd'hui, nos télescopes sondent des galaxies de plus en plus lointaines et de plus en plus anciennes, et la fascination demeure. Nous continuons à chercher des réponses dans le ciel, comme nos ancêtres autour des cercles de pierre ou sur les pirogues du Pacifique. Car comprendre les étoiles, c'est aussi comprendre ce que nous sommes, des êtres qui, face à l'immensité, choisissent de bâtir, de naviguer et de rêver. Et ajoutons en terminant un autre aspect tout aussi fascinant de l'archéoastronomie, c'est-à-dire la mesure du temps. Un sujet qui passionnait les anciens et qui continue de gouverner notre quotidien. Voilà qui fera l'objet éventuellement d'un autre balado, un autre voyage à travers les âges. Pour conclure, nous remercions vivement notre ami archéologue Sébastien Perronnier de sa formidable contribution. Vraiment là, merci Sébastien, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Et rappelons au passage que nous divisons nos balados chaque premier et troisième dimanche du mois. Et non pas à chaque 2 semaines. C'est une nuance. C'est pour ça, par exemple, qu'il n'y a pas eu de balado diffusé le dimanche le 29 mars, mais plutôt le 5 avril. Par contre, nos supporters Patreon, je dirais même nos importants supporters Patreon, ont le privilège de les écouter 2 semaines avant tout le monde, en plus d'avoir accès à plus d'une centaine de fascicules, donc des petits livres qui rappellent l'information qu'on vous livre, mais en ajoutant beaucoup d'informations supplémentaires, dont de fascinantes photos généralement. Et dans 2 semaines, si on ne change pas d'idée, ce qui m'arrive de temps en temps, on devrait parler d'une planète dont on a très très peu parlé jusqu'à présent, pour ne pas dire jamais, c'est-à-dire la Terre. Comme on le verra, c'est une planète qui en réalité n'est pas très propice à la vie. La Terre n'est pas vraiment une planète hospitalière. Vous allez sûrement vous demander pourquoi, étant donné l'abondance de la vie. C'est ce que nous allons voir dans 2 semaines. Sur ce, on vous remercie. Sachez que votre écoute est toujours très très précieuse. C'est aussi toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles, de recevoir des questions de votre part et qui sait, peut-être même de collaborer à notre balado, comme l'a fait Sébastien dans ce balado-ci. Au revoir et au plaisir, et si jamais vous avez le goût de nous écrire, l'adresse est toujours baladovde@gmail.com, baladovde@gmail.com. Au plaisir et dans 2 semaines. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon et grâce à qui ce balado continue d'exister.
Je vous rappelle qu'à partir de 5$, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent les balados. Et vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance. Alors si vous êtes intéressé, direction le site patreon.com, Voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier et Cédric Caillot, avec Claude Lafleur et Sébastien Prognier au contenu, et à la diffusion, Laurent Ronigo et Dylan Baillargeon. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.